Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce salon virtuel d'hydroéducation Studirama. Ce soir, on est avec IBS et on va parler finance et crypto-monnaie. Donc, on a 30 minutes, c'est un petit peu court, mais je vous suggère de poser vos questions, j'y répondrai. Vous avez la possibilité donc de le faire via le chat. Si jamais vous n'avez pas eu le temps, on est là encore après, donc vous pouvez poser vos questions juste après. Donc, Aldric Canal, je suis à la fois le président de d'Hydroéducation et également le fondateur d'IBS. Et l'idée, c'est d'évoquer donc la crypto-monnaie et le rôle de la crypto-monnaie dans les finances. Alors, on parle beaucoup de crypto-monnaie en ce moment. On a des gens qui disent que c'est génial, il y a des gens qui disent que c'est pas génial, etc., etc. Alors, il y a deux aspects au moins. Alors là, je vois qu'on a un petit problème de connexion. On a un petit problème de connexion. Hop, 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 hop. Il n'y a pas un problème de connexion là? Ah, il y a un problème de connexion, c'est ce que je disais. Tu me vois? Ça y est, tu m'entends là? Ah, bon, ben, le problème c'est que du coup tout le monde est parti. Comme ça marchait pas, il y en avait 7, ils sont partis. Oui, enfin, celui que j'ai, là, c'est alors, Louisa Estelle nous dit il n'y a pas de problème, on vous voit, on vous entend. En fait, il n'y avait plus personne de connecté et non, on m'entendait pas puisque je l'ai checké à côté. Mais bon, c'est pas grave. Alors, on reprend, on redémarre. Allez, on a juste perdu 2 minutes, c'est pas grave, donc tout va bien. Donc, je disais que on parle beaucoup de la crypto-monnaie en ce moment et on évoque des problématiques autour de la finance. Il faut savoir que, pour faire simple, la crypto-monnaie intervient au niveau de la finance à deux niveaux différents. La première, et c'est plutôt une évidence, la première, on va dire, le premier regard qu'on porte sur la crypto-monnaie, c'est concernant le cours des crypto-monnaies elles-mêmes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des gens qui créent une crypto-monnaie, qui la listent, c'est-à-dire qu'ils la mettent sur des plateformes sur lesquelles on peut acheter cette crypto-monnaie, enfin, un peu des marketplaces, un peu des bourses, des exchange plateformes, pardon, et donc on peut acheter cette crypto-monnaie un peu comme on pourrait acheter des actions à la bourse. Donc la première raison pour laquelle la finance est intéressée par la crypto-monnaie, c'est tout simplement parce que c'est de la finance, c'est un produit financier comme un autre, avec une très forte volatilité, avec des envolées, des downs, des pics, des bull runs, c'est-à-dire on se dépêche, le cours monte, etc. Et sur des produits qui échappent évidemment complètement à la centralisation des bourses européennes ou internationales et de manière générale aux États. Donc en fait, on a un système de finance qui échappe au système de finance classique. La deuxième raison pour laquelle, et là c'est un peu plus subtil, les banques, les assurances et l'ensemble des partenaires liés, on va dire de près ou de loin, à l'informatique, à la gestion de la data, à la protection des données et à la gestion des flux qui concernent de l'argent, c'est-à-dire la valeur de ce que les gens ont accumulé, c'est tout simplement la blockchain permet de sécuriser l'ensemble des transactions. La blockchain, c'est un endroit où on va écrire les informations concernant les cryptos, concernant les transactions. On va les écrire sur un registre qui ne pourra jamais être modifié. C'est-à-dire qu'on a un registre sur lequel toutes les informations, quoi qu'il arrive, sont notées ad vitam aeternam et demeurent à cet endroit-là. Et donc, on a une garantie de la non-falsifiabilité des informations. Donc ça, c'est les deux raisons pour lesquelles on a aujourd'hui beaucoup d'intérêt sur la crypto et la finance. On pourrait imaginer que ce monde de la crypto et de la finance est un monde qui va petit à petit être totalement récupéré par les États et va petit à petit rentrer un petit peu dans les limites de ce que l'État a l'habitude de contrôler.
En réalité, c'est là où aujourd'hui il y a beaucoup de discussions autour de la crypto-monnaie. Vous avez vu, il y a des États qui l'adoptent pleinement, il y a des États qui la repoussent complètement, comme l'Inde. C'est tout simplement parce que ça échappe justement aux prérogatives de l'État. C'est-à-dire que vous êtes capable d'acheter de la finance, d'acheter un véhicule financier et de le rendre indépendant. Indépendant de tout type de contrôle étatique. Et ça, c'est une révolution. C'est une vraie révolution puisque traditionnellement, tout ce qui est financier, c'est quelque chose qui est détenu, qui est contrôlé, qui est asservi aux règles mises en place par un État. Et on a rarement des flux financiers qui peuvent se séparer, se détacher de la vue de l'État. Alors peut-être les flibustiers et les corsaires quand il y avait des guerres marines, mais pour le moment, mis à part quelques détails comme ça de corsaires, il n'y a pas ce cas-là. Et ça pose un véritable problème parce que à partir du moment où vous avez des flux financiers qui échappent à l'État, alors tout le monde parle du terrorisme, etc. C'est pas ça le plus gros problème. Le plus gros problème, c'est que l'État, c'est pas non plus le fait que l'État ne puisse pas récupérer de l'impôt avec ça. C'est surtout que le problème, c'est que l'État, l'une des prérogatives de l'État, c'est de battre monnaie. C'est l'État qui crée de la monnaie. Dans tous les États occidentaux, c'est l'État qui crée de la monnaie, et même dans les pays totalitaristes, non seulement il crée de la monnaie, mais il décide aussi des taux monétaires de manière beaucoup plus violente que dans les pays occidentaux. Ce qui signifie que si jamais vous créez une monnaie qui échappe complètement à l'État, c'est-à-dire que l'État ne la crée plus, l'État ne la contrôle plus, c'est-à-dire que là, vous affaiblissez la valeur, vous affaiblissez le rôle de l'État dans la société. Et au bout d'un moment, vous pouvez vous dire, moi je n'utilise pas la monnaie euro, je n'utilise pas le US dollar, donc il n'y a aucune raison que, par exemple, je paye une taxe sur ceci ou une taxe sur cela. Moi, ce que j'achète, c'est à l'international, il n'y a pas de raison que je paye de la TVA, etc. Et donc, petit à petit, il y a une crise de la démocratie et une crise des sociétés qui sont fondées sur le droit, notamment dans les pays occidentaux. Donc, c'est beaucoup plus grave et révolutionnaire que cela ne paraît parce que on a une situation qui est tout à fait nouvelle, une situation qui est tout à fait incroyable, inédite. Ce n'est jamais arrivé que l'État ne batte pas monnaie, que cette monnaie puisse permettre, alors qu'elle n'a pas été contrôlée par l'État, puisse permettre d'acheter des choses. C'est quelque chose qui n'est jamais arrivé jusqu'à présent. Donc les États face à cette monnaie ont des réactions assez différentes, mais surtout ont des réactions d'incompréhension. Ce qui joue encore plus contre, on va dire, la crypto-monnaie, c'est que les États, de manière générale, sont gérés par des personnes qui ont plutôt une cinquantaine, une soixantaine d'années. Et la crypto-monnaie, c'est quelque chose qui est récent, et c'est quelque chose qui concerne des jeunes qui sont milliardaires à 25-30 ans. Donc, l'écosystème de la crypto-monnaie est aujourd'hui entre les mains de jeunes qui ont 25-30 ans, et déjà 30 ans, ça commence à être vieux. Donc, on a un système qui appartient à une génération qui échappe au contrôle de la génération qui l'a chapeauté et qui lui a donné naissance, puisque c'est leurs parents en quelque sorte. Et ça crée un conflit très important entre les différents types de sociétés. Alors aujourd'hui, le problème de la crypto-monnaie, donc, il est essentiellement sur un problème de valorisation de l'État, de rôle de l'État, de souveraineté de l'État. Dans un deuxième temps, qu'est-ce qui va se passer? Petit à petit, la crypto-monnaie va remplacer la monnaie classique. Même si un État décide de créer sa propre monnaie, dans tous les cas de figure, il va y avoir des monnaies qui seront plus intéressantes parce qu'elles vont permettre d'acheter ce service et pas tel autre, parce qu'en faisant ça, vous allez gagner de l'argent, parce que par exemple, si vous achetez une certaine crypto-monnaie, vous pouvez stacker, c'est-à-dire que si vous achetez de la crypto-monnaie, vous la gardez pour vous, vous avez tous les mois une récompense en pourcentage qui est au-delà de la valeur de l'allocation de l'argent aujourd'hui, dont les taux d'intérêt sont gérés par les États, la Banque Centrale Européenne notamment pour l'euro, et qui est proche de zéro, qui est même en dessous de zéro à certains moments. Donc, on a là des rémunérations à 10%, à 15%, et tout ça parce que justement, il y a un afflux de personnes qui achètent. Donc, en fait, il n'y a pas de problème, c'est pas une pyramide de Ponzi, c'est tout simplement que la valeur de la crypto-monnaie augmente face à son utilisation expansive. Donc ça, c'est quelque chose qui va petit à petit engendrer la faiblesse de l'euro, du US dollar, du yuan, du yen, etc., de toutes les grandes monnaies internationales, et qui va surtout engendrer un nouveau système dans lequel on n'a pas une, deux ou trois ou quatre monnaies, ou peut-être 20 000 monnaies, mais dans lequel on a 1500, 2000, 3000, 4000 monnaies différentes. Et ça, c'est un système avec lequel on n'a pas l'habitude de vivre.
On n'a pas l'habitude de vivre en se disant, je vais payer mon taxi avec la monnaie X, je vais acheter mes courses dans le supermarché avec la monnaie Y, et je vais payer les études de mes enfants avec une autre monnaie. On n'est pas aujourd'hui dans ce modèle de pensée-là. On est dans un modèle de pensée très centralisé. On paye tout avec la même monnaie. Cette monnaie-là, elle a une valeur qui ne dépend pas de nous. On n'a aucune garantie. L'État peut du jour au lendemain récupérer toute la monnaie, peut la dévaloriser, la dévaluer, etc. Là, avec la crypto-monnaie, on est dans un autre système. Donc c'est une révolution qui, dans quelques années, probablement 15 ans, 20 ans, va apporter une révolution même dans la consommation, dans la manière de faire. Le jour où vous pourrez payer sur Amazon vous pourrez acheter sur Amazon à peu près tout ce dont vous avez besoin chez vous, et que en plus, vous pouvez payer sur Amazon avec autre chose que de l'euro vous servira à quoi? Votre patron va vous payer en euros, et avec cet euro, vous allez faire quoi? Vous allez devoir le transformer en bitcoin ou dans une autre monnaie, parce qu'Amazon n'est pas plus bête qu'un autre, certainement pas d'ailleurs, et ils vont créer leur propre monnaie. Donc l'Amazon Coin va arriver, et vous allez être beaucoup plus dépendant d'Amazon Coin que de l'euro. Alors vous allez me dire, c'est tombé dans un autre système de dépendance. Je ne dis pas que tout acheter sur Amazon, c'est la panacée. Mais c'est pour vous dire que la crypto-monnaie, elle permet d'échapper au système classique et donc de créer des nouveaux systèmes. Des nouveaux systèmes qui sont donc non stables et qui vont petit à petit changer et évoluer. C'est-à-dire que l'arrivée de la crypto-monnaie, c'est aussi une ouverture qui est particulière, c'est de dire, à partir de maintenant, je ne vais pas... Vous savez, il y a 40 ans, on disait, tu as un métier et tu le gardes toute ta vie. Aujourd'hui, on dit aux jeunes, tu vas avoir un métier, puis un autre, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Eh ben, il y a encore aujourd'hui, on dit, ta monnaie que tu as, tu nais avec l'euro, et sauf s'il y a un changement de monnaie, moi j'ai connu le changement du franc à l'euro, mais mis à part ces rares changements-là, tu vas connaître la même monnaie. Et bien là, on arrive dans un monde où c'est complètement différent, et on va avoir une monnaie qui va changer. C'est-à-dire qu'on va passer de l'euro au bitcoin, du bitcoin à l'Amazon coin, on va acheter d'autres choses. Et donc, il va y avoir une flexibilité et il va y avoir des mondes, un peu comme on dit des métaverses, dans lesquels on va avoir à chaque fois des monnaies différentes. Donc, le rôle de l'État qui contrôle avec une monnaie centralisée n'existe plus. Donc, affaiblissement du rôle de l'État. Mode de consommation complètement différent. Possibilité d'appartenir à un monde et pas à un autre. Donc, tout ça, ça amène une fractionnabilité, on va dire un effritement de la société et une unité qui va être déconsidérée. C'est-à-dire que le côté « je suis français, je paye comme ça, etc., je fais ça », ça va complètement voler en éclats. Alors, je ne dis pas que c'est mieux ou pas bien. Je ne fais pas de jugement de valeur, et puis je ne suis pas Madame Irma, je ne sais pas ce que ça va donner. Mais ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'on va avoir une société qui va répondre à des attentes qui vont être systématiquement différentes, qui vont bouger très rapidement, et donc qui vont créer des occasions de faire, des occasions d'innover, des occasions de changer la manière de vivre, qui vont être beaucoup plus fréquentes. Et ça, c'est quand même assez nouveau, c'est-à-dire que on pourra pas se projeter en disant je vais acheter une maison et je vais la payer avec ma monnaie classique et je vais rembourser pendant 30 ans. Les choses vont se faire totalement différemment. On va avoir des bouts de crédit, on va avoir des briques à droite, à gauche, on va pouvoir les cumuler, puis les échanger, puis elles vont peut-être disparaître et on changera, etc. Donc c'est vraiment une flexibilité un petit peu à outrance qui est surprenante et qui peut faire peur, hein. Et c'est ça vers quoi nous amène la crypto-monnaie. Alors, j'ai vu qu'il y avait 2-3 questions, notamment de Sudirama, mais alors, à la question de est-ce qu'il faut un bac plus 5 pour avoir un bon métier dans la finance, évidemment qu'il faut avoir un bac plus 5. Si vous n'avez pas de bac plus 5, vous vous retrouvez dans une situation assez difficile dans une école de commerce classique. Nous, on a créé une école qui s'appelle IBS, Indigo Blockchain School. C'est la première école française qui fait de la blockchain et qui vous apprend à faire de la blockchain. Donc là, déjà, avec un bac plus 3, vous pouvez travailler dans la finance, surtout de la finance avec la crypto-monnaie, parce que vous serez les seuls à être formés. Donc ça, c'est un avantage considérable, hein. C'est-à-dire que là, on va former des gens qui sont des extraterrestres par rapport à la finance classique. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est très, très important. Donc là, vous pouvez avoir un bac plus 3 d'IBS. On a un premier diplôme avec plus 3, on a aussi un bac plus 5, mais c'est déjà assez révolutionnaire pour que ça fonctionne. Mais sinon, classiquement, dans la finance, oui, il vaut mieux avoir un bac plus 5. Alors, Kev nous dit, c'est quoi la crypto-monnaie? C'est une seule monnaie dématérialisée. Alors, bon, comme je l'ai dit déjà, voilà, j'ai un peu répondu à la question. Est-ce que c'est une monnaie dématérialisée? Pas nécessairement. Vous avez des NFT, Non-Fungible Token, c'est-à-dire que vous avez la valeur de quelque chose.
Ça peut être un tableau, alors ça peut être un tableau virtuel, hein, mais on peut très bien imaginer acheter un vrai tableau qui a une valeur et qui a une valeur en NFT. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le token sont précisées les qualités, les propriétés du tableau, sont précisés le nom, le prénom de celui qui l'a acheté, le prix auquel il l'a acheté, etc. Et ça, c'est inscrit à vie. C'est-à-dire que même dans 1000 ans, on aura encore ce registre d'informations. C'est ça le NFT, c'est très important. Et le NFT peut pas être, il n'est pas fongible, c'est-à-dire qu'on peut pas l'échanger contre un autre. C'est-à-dire que c'est pas parce que ça a une valeur de 1000 euros qu'on peut l'échanger comme ça demain contre 1000 euros ou contre un 0,01 bitcoin ou je ne sais quoi. C'est pas du tout comme ça que ça marche. C'est quelque chose qui a une valeur et si jamais vous le remettez en vente, il y a à nouveau des enchères pour savoir qui c'est qui peut l'acheter. C'est ça le non-fungible token, le NFT. Alors aujourd'hui, les journalistes en parlent un peu à tort et à travers, et ils parlent de NFT que dans l'art et que dans l'art, on va dire virtuel. Voilà. Mais le NFT, ça peut être n'importe quoi. Vous écrivez un livre, vous dites voilà, ce livre, je l'ai écrit, et qui veut l'acheter? Il y a 3 personnes qui veulent l'acheter, 5 euros, 10 euros, 15 euros, 20 euros, ça monte, les enchères, tac, 50 euros. Tac, ce livre est vaut 50 euros. Vous avez un NFT qui est associé à cet objet qui vaut 50 euros. Cet objet, qu'il soit sur votre ordinateur, c'est-à-dire que ce soit un livre virtuel ou que ce soit un livre physique, ça change rien au problème. Ce qui est important, c'est le prix auquel vous l'avez eu et le NFT qui va avec. Si dans 10 ans, vous dites, bah, ce livre, il a de la valeur, maintenant je veux le revendre, vous le remettez sur le marché, là, il fait 500 euros, 1000 euros, 2000 euros, et tac, vous prenez le NFT, vous le donnez, enfin, contre de l'argent, évidemment, à quelqu'un d'autre. Donc, il y a une transmission du NFT et donc du livre qui va avec. Si c'était qu'un livre physique, il faut donner le livre avec, sinon ça perd sa valeur. Si jamais c'était virtuel, vous donnez le livre virtuel avec. Et normalement, le livre, il est sur Internet. Et sur le NFT, il y a la clé qui permet d'aller lire le livre qui est sur Internet. Donc ça veut dire ça, NFT, Non-Fungible Token. Si jamais on parle juste de crypto-monnaie dématérialisée, ça veut juste dire que, un peu comme les transactions bancaires, hein, quand vous donnez votre carte bleue, vous ne voyez pas l'argent circuler. Ce sont des jeux d'écriture entre les banques. Sauf que là, ce ne sont pas des jeux d'écriture entre les banques, ce sont des jeux d'écriture entre le merchant, le vendeur, le marchand, et la base dans laquelle vous avez changé votre euro contre un bitcoin. Je donne un exemple, vous achetez votre billet de train SNCF, tiens, je parle rarement de la SNCF, on imagine qu'on puisse payer en bitcoin la SNCF. Vous avez vos euros, vous allez acheter soit dans une plateforme qui est centralisée du type Binance, Kraken, vous allez acheter donc des crypto-monnaies et avec ces crypto-monnaies que vous allez récupérer dans un wallet, dans un portefeuille, vous allez pouvoir acheter votre billet de train à la SNCF. Ou alors, vous avez votre propre wallet, vous avez un wallet qui est associé à votre ordinateur, Google par exemple le permet, sur les navigateurs Google. Et donc vous avez votre wallet et partout où vous voulez acheter, vous n'avez pas besoin de passer par une plateforme, vous avez vos crypto-monnaies. Alors, il y a un risque, c'est qu'il faut se souvenir du mot de passe, qui peut être compliqué. Si vous perdez votre mot de passe, vous avez entendu parler de ces histoires de mecs qui ont acheté du Bitcoin il y a 10 ans, qui valaient rien du tout, et qui ont perdu leur mot de passe, alors que dessus, il y a peut-être 10 000 Bitcoins, et qu'aujourd'hui, ils seraient multimilliardaires, mais ils ont oublié leur mot de passe. Donc, c'est le problème d'avoir les choses qui sont virtualisées et il n'y a que vous qui connaissez le mot de passe. Et comme c'est de l'argent, on ne peut pas demander à quelqu'un qui nous aide à ouvrir notre portefeuille. C'est notre portefeuille et si jamais vous n'y accédez pas, eh ben, l'argent va être ad vitam aeternam perdu et condamné. Il ne va pas être donné à quelqu'un, hein, c'est un peu comme si vous brûliez les billets de banque que vous avez acquis. Donc, il y a une troisième possibilité qui serait que la SNCF, sur le site de la SNCF, permette directement qu'on achète en Bitcoin. C'est-à-dire que vous n'avez même pas besoin de vous préoccuper de quoi que ce soit. Vous arrivez avec vos euros et vous pouvez payer soit en euros, soit en Bitcoin, soit si c'est qu'en Bitcoin, la SNCF fait le changement directement en euros. Voilà. Les métiers de la banque, ça m'intéresse, mais mis à part conseiller, j'ai du mal à savoir quels sont les métiers de la banque. Pouvez-vous m'éclairer ? Nous demande Maxime. Est-ce qu'il est facile de trouver un travail dans le milieu bancaire après son diplôme ? Alors, il y a banque et banque, effectivement. On parle de la banque traditionnelle, la banque à papa, entre guillemets, hein, avec le conseiller, effectivement, à l'accueil. Et je comprends Maxime qui nous dit, bon, ok, ça je comprends, mais si vous n'avez pas envie de faire ça, forcément, c'est un peu compliqué de s'imaginer quels sont les métiers de la banque. Déjà, il faut savoir que les métiers de la banque, ce sont les métiers d'une entreprise classique.
La banque achète, dépense, la banque se protège en sécurité, la banque investit dans l'informatique, dans la recherche et développement. La banque fait beaucoup de calculs pour savoir quelles sont les meilleures opérations, pour à la fois placer l'argent pour qu'il fasse des petits et en même temps faire de telle sorte qu'il soit protégé. Donc la banque, ce sont probablement des centaines de métiers différents et il n'y a pas un métier dans la banque. Et c'est vrai que souvent, travailler dans la banque, ça ne veut absolument rien dire. C'est comme si on disait travailler dans l'industrie. Voilà, il y a 1000 métiers différents. Donc, les métiers qui sont intéressants dans la banque, à mon humble avis, sont les métiers dans lesquels on arrive à prévoir, à anticiper et à donner du sens aux actions que l'on fait. C'est-à-dire créer des nouveaux véhicules financiers, créer une crypto-monnaie par exemple, investir dans une crypto-monnaie et faire de telle sorte de pouvoir la placer, faire ce qu'on appelle du trading, c'est-à-dire tout simplement acheter, vendre, acheter, vendre, acheter, vendre pour qu'au final, vous gagnez plus que ce que vous avez évidemment investi, c'est la logique, qui est assez court-termiste, l'idée c'est juste de gagner de l'argent. Et puis après, vous avez des banques qui sont très traditionnelles et qui vont peut-être investir dans de la crypto-monnaie et se dire on a mis tant de milliards à cet endroit-là, ou des fonds de gestion qui font ça, on a entendu parler récemment, et qui vont laisser l'argent là en se disant, en faisant le pari que dans 5 ans, dans 10 ans, de toute façon, ça va prendre une valeur tellement considérable que ce sera supérieur à toutes les allées et venues, à tous les achats et ventes qu'on peut faire pendant une année, et ça n'occupe personne. Donc vous achetez 1 milliard de crypto aujourd'hui, vous êtes sûr que dans 10 ans, vous allez obtenir plus qu'1 milliard, plus que 2 ou 3 milliards, et probablement plus proche de 15-20 milliards que autre chose. Donc, voilà, forcément, 1 milliard, ça fait beaucoup, mais vous pouvez faire le même calcul avec 1 000 euros. Vous investissez 1 000 euros, vous laissez pendant 10 ans, vous êtes sûr de gagner de l'argent. Donc aujourd'hui, la crypto-monnaie, c'est une valeur qui pourrait être considérée comme valeur refuge, contrairement à ce qu'on pourrait croire, parce que le cours est très volatile, c'est-à-dire qu'il est sans arrêt avec des pics et sans arrêt avec des creux, pic, creux, mais globalement, on a tendance à monter, je fais dans ce sens-là pour dire que ça monte, c'est-à-dire que vous avez le cours qui monte et qui suit une pente qui est ascendante. Et la raison pour laquelle, notamment, vous avez une pente qui est ascendante et pas descendante, c'est tout simplement que tous les jours, vous avez des gens qui arrivent sur le marché de la crypto-monnaie et qui mettent de l'argent, Donc c'est un peu comme si tous les jours, vous partagez à 1000 personnes une corbeille de fruits, une immense corbeille de fruits. Donc vous êtes 1000 dessus, donc c'est beaucoup. Il y a des gens qui s'échangent des fruits les uns contre les autres. Mais tous les jours, il y a 20 ou 30 ou 40 fruits qui arrivent en plus. Tous les jours. Vous ne pouvez pas perdre, puisque au moment où on se parle, et ça va durer encore pendant quelques années, il y a plus d'argent qui arrive sur le marché de la crypto-monnaie que de gens qui reprennent leur argent. Donc forcément, vous avez un engouement, vous avez un enthousiasme pour la crypto-monnaie, et c'est un cercle vertueux. Ça va durer combien de temps? Au moins 5 ans, peut-être 10 ans, on ne sait pas trop. On imagine que de petit à petit, la totalité au niveau mondial des investissements vont passer de près ou de loin par la crypto-monnaie. Donc forcément, il va y avoir des progressions très importantes. C'est-à-dire que toutes les crypto-monnaies vont progresser. Alors, on va dire toutes. C'est un ensemble. Dans le lot, il y en aura toujours une ou deux qui vont se casser la gueule et qu'on ne reverra plus jamais. Donc c'est pour ça que, comme dit l'adage, il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Il faut être capable, évidemment, de diversifier. Alors, on a parlé de crypto-monnaie et de finance et de banque, mais tout ça, ça repose quand même sur une blockchain, comme vous l'avez probablement compris. La blockchain, c'est comme un immense train en l'intérieur duquel, il y a des registres. Et à chaque fois que quelqu'un veut prendre le train, il note son nom sur le registre, et donc ça circule, et ça reste comme ça, et à chaque fois qu'il y a un nouveau lot de voyageurs, il y a un nouveau wagon qui se crée. Et on n'enlève jamais un wagon. Et une crypto-monnaie, c'est un peu comme si c'était une gare, à chaque fois on met une gare, et à chaque fois il y a une nouvelle crypto-monnaie qui vient sur la même blockchain. C'est-à-dire qu'on peut avoir une blockchain avec beaucoup de crypto-monnaies dessus. C'est actuellement ce qui se passe avec la blockchain Ethereum, dont vous avez peut-être entendu parler, les Ethers. La blockchain Ethereum fait l'objet de coûts de transaction très importants, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous voulez vous arrêter dans une gare, ça coûte cher, parce qu'il y a énormément de gares.
Donc ça demande énormément de stop and go. Et donc forcément, vous avez beaucoup de frais. Et donc c'est une blockchain qui marche très bien, mais c'est une blockchain qui commence à coûter cher à ses utilisateurs. Alors la blockchain, elle permet de faire quoi? La blockchain, elle permet, comme on l'a dit, de sécuriser des transactions, de ne pas falsifier les informations et de garantir une stabilité, parce qu'elle est décentralisée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un bonhomme qui gère de son côté. Alors vous allez dire, c'est rien, c'est un détail, mais c'est très important, parce que dès lors que vous avez un bonhomme, un État, parce qu'un État, c'est une somme d'individus qui décident. La Banque Centrale Européenne, les décisions qu'elle prend, elles sont dans les mains d'une dizaine de personnes maximum. Donc c'est très peu de gens qui décident pour 300 millions, 400 millions de personnes, l'Europe. Donc c'est quand même très important. Et toutes les transactions en euros, c'est-à-dire le monde entier qui a des transactions en euros. Là, avec la décentralisation, personne ne décide. Le Bitcoin suit son cours depuis une dizaine d'années. On prétend qu'un certain Japonais aurait créé le Bitcoin, on ne sait pas si c'est vrai, on ne sait pas s'il est vivant, on ne sait pas s'il est mort, on ne sait pas s'il est ultra milliardaire, on ne sait pas s'il a tout vendu ou pas. On ne sait même pas si c'est vrai, ça se trouve, ça a été créé par un Tchécoslovaque qui habite au Brésil, on n'en sait rien du tout. Toujours est-il qu'aujourd'hui, on a le Bitcoin, la blockchain du Bitcoin, qui est ascendante et qui travaille toute seule. Et pour créer des nouveaux wagons, c'est-à-dire pour créer des nouvelles briques d'information, il faut miner, vous avez peut-être entendu parler de miner à la blockchain, c'est-à-dire qu'il faut valider des transactions, valider des séries de calculs. Et c'est le premier ordinateur qui valide une série de calculs qui obtient un gain, c'est-à-dire qu'il obtient un gain en crypto, en Bitcoin. C'est pour ça qu'en Chine, il y a des usines à minage, il y a des centaines de milliers, non, des centaines de milliers, j'exagère, mais des dizaines de milliers d'ordinateurs au même endroit. Et il essaye de calculer le plus vite possible pour gagner un maximum de Bitcoin. Et c'est pour ça qu'en Chine, lorsque l'État a coupé le courant, a coupé l'électricité, parce que l'État chinois est contre les Bitcoins, ils se sont retrouvés dans une panade monstre, parce que forcément, ils n'avaient plus la possibilité de gagner de l'argent. Et l'investissement, pour être rentable, il faut calculer, il faut des sommes de calcul assez importantes. Donc, le minage, c'est un certain type de preuve, d'accord? Parce que la blockchain, elle a besoin d'être prouvée tout le temps. Donc, il y a le fait de miner la crypto. Après, il y a un autre type de preuve qui est utilisé par les dernières blockchains, qui est le proof of stake. Donc, il y a le proof of work, la preuve par le travail. C'est le Bitcoin. Et puis après, il y a le proof of stake. Ça, c'est le fait de détenir de la monnaie. C'est-à-dire qu'on ne valide pas les transactions parce qu'on crée, via le minage, de nouvelles briques. Les transactions sont validées parce que la blockchain est stable et qu'elle utilise des crypto-monnaies partout dans le monde qui sont détenues par des ordinateurs différents et qui valident les informations. Donc, ce n'est pas une preuve par le travail, c'est une preuve par le fait qu'il y a une détention plus longue et plus stable de la monnaie. Alors, ça va dans le sens de l'histoire, parce que le sens de l'histoire, c'est pas qu'une monnaie, elle soit comme ça et comme ça. Vous imaginez, le matin, vous achetez votre pain avec la crypto-monnaie XYZ, et puis le soir, votre pain, il en vaut 10 ou il en vaut 0,1. Enfin, ça n'a pas de sens. Pour qu'on puisse utiliser une monnaie et que le prix de ce qu'on achète puisse nous paraître, achetable, c'est-à-dire qu'on soit dans un confort intellectuel de se dire ça vaut tant et ça vaut tant, il faut qu'il y ait une stabilité de la monnaie. C'est pour ça qu'il y a aussi des stable coins, c'est-à-dire des monnaies stables, des crypto-monnaies qui sont adossées au dollar, des stable coins sur l'US dollar, sur l'euro, et qui permettent donc d'avoir une stabilité à peu près avec des petits écarts de 1% à la hausse, à la baisse. Donc on est dans une forme de stabilité assez importante. Donc le monde de la crypto-monnaie, c'est tout ça. Et quand vous travaillez dans la banque, aujourd'hui, vous découvrez ça. Dans 10 ans, vous allez travailler vraiment là-dedans. C'est-à-dire qu'il nous reste une minute, chers amis. Dans 10 ans, vous allez devoir concevoir des crypto-monnaies, vous allez devoir placer de l'argent, vous allez devoir récupérer de l'argent et vous allez devoir faire avec et faire de telle sorte que toutes les transactions monétaires, les transactions financières mondiales soient vérifiées, soient contrôlées, soient assermentées par la blockchain.
Demain, l'absolue totalité des objets qui sont connectés vont passer par les blockchains. C'est-à-dire que l'objet, pour déterminer la température dans votre salon, il se connecte à une blockchain qui décide si oui ou non on doit ouvrir le robinet d'eau chaude, entre guillemets. Et ça, c'est par un oracle qui envoie la température du salon sur la blockchain et qui vous donne tout ça. Donc, même la domotique, tout va passer par la blockchain. Voilà. Bon, chers amis, je vous laisse. C'est la fin de la conférence. Je suis désolé pour le début, le petit cafouillage. Je vous dis à très bientôt. Et IBS, n'oubliez pas, l'école de la blockchain. Je note ibs.com. Voilà. Et ben, je vous dis à très bientôt. D'ailleurs, c'est pas ibs.com, c'est Indigo Business. Décidément, c'est la journée cafouillage. School.com. Voilà, c'est ça l'adresse. Je suis désolé, je me suis planté. Tac, je supprime mon petit message. Voilà. Ciao, ciao les amis. Et n'hésitez pas à venir aux journées portes ouvertes d'IBS. On est à votre service quand vous voulez. Le site est en train de sortir. C'est une école totalement nouvelle et totalement avant-gardiste. Voilà, seuls les meilleurs et ceux qui veulent vraiment réussir leur vie pourront nous rejoindre. Ciao, ciao.